Bonsoir, bienvenue sur Vox Live. Ravi de vous retrouver dans cette émission où nous allons analyser les grandes questions qui façonnent notre continent. Ce soir, direction les États-Unis où les ambitions de Donald Trump continuent de susciter le débat. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, l'ancien président, réélu à la Maison-Blanche, a multiplié les déclarations inattendues, annexer le Groenland, intégrer le Canada comme 51e État et même contrôler le canal de Panama, quitte à utiliser la force. D'aucuns dénoncent un retour au néo-impérialisme, tandis que ses partisans y voient une stratégie audacieuse de repositionner les États-Unis comme la puissance dominante du XXIe siècle. Mais derrière ces annonces spectaculaires, quelle motivation réelle s'agit-il d'un coup de com', d'une posture idéologique ou d'un projet véritablement réalisable? Et surtout, quelles conséquences pour la géopolitique mondiale, y compris pour le continent africain? Pour décrypter toutes ces questions, je suis entourée d'un panel d'invités. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Makala Gebla, vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes journaliste, ancien conseiller à la présidence tchadienne. Seydi Kaba, bonsoir, ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste, auteur, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Merci. Avant de poursuivre le débat, je vous propose de regarder ce magnéto, un court extrait, un court résumé de la situation. On revient dans un instant. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, Donald Trump, réélu président des États-Unis, a surpris avec des annonces controversées. Il propose d'acquérir le Groenland, d'intégrer le Canada comme un nouvel État américain et de reprendre le contrôle du canal de Panama, quitte à envisager une démonstration de force. Ces idées, perçues par certains comme une résurgence du néo-impérialisme, sont, selon ses partisans, des initiatives visionnaires pour renforcer la suprématie des États-Unis sur la scène internationale. Concernant le Groenland, Trump a réitéré son intérêt pour l'achat de ce territoire autonome danois, qualifiant sa possession de nécessité absolue pour la sécurité nationale américaine. Cette proposition fait écho à une offre similaire formulée lors de son premier mandat, qui avait été refusée par le Danemark, entraînant l'annulation de sa visite prévue en août 2019. Pour le Canada, Trump a menacé d'imposer une taxe de 25% sur tous les produits canadiens, exhortant le gouvernement à mettre fin à ce qu'il considère comme une crise migratoire et de drogue à la frontière canado-américaine. Les responsables canadiens ont réagi en menaçant de mesures de rétorsion, notamment en restreignant l'approvisionnement énergétique vers les États-Unis. Trump a même suggéré de manière provocatrice que le Canada rejoigne les États-Unis en tant que 51e, qualifiant le Premier ministre canadien Justin Trudeau de gouverneur du Grand État du Canada. S'agissant de Panama, Trump a déclaré que les États-Unis devraient reprendre le contrôle de cette voie navigable stratégique, affirmant que les tarifs imposés aux navires américains étaient exorbitants et en violation des traités Torrijos-Carter. Le président panaméen José Raúl Mulino a fermement rejeté ces allégations, affirmant que le canal est une partie inaliénable du patrimoine panaméen. Des manifestations ont eu lieu à Panama City en réponse aux menaces de Trump, les protestataires le qualifiant d'ennemi public du Panama. Voilà, le débat va commencer sur Vox Live. On l'a évoqué, les ambitions de Donald Trump, elles paraissent démesurées du point de vue européen. Annexer le Groenland, demander à Justin Trudeau si le Canada pourrait devenir un 51e État des États-Unis. Je vous vois sourire sur le plateau. Quelle réaction déjà ? Mais écoutez, moi je pense qu'on n'est pas surpris effectivement que l'arrivée de Donald Trump aux affaires pour une deuxième fois aux États-Unis risquerait effectivement de créer des tensions diplomatiques un peu partout dans le monde. Et ces déclarations montrent à suffisance qu'il y a une méconnaissance totale effectivement du caractère inviolable des frontières et faire en sorte que le Canada, qui est un pays vraiment un géant comme les États-Unis, vouloir intégrer le Canada comme État effectivement américain montre à suffisance que M. Donald Trump est dans une posture effectivement d'annexion. Et vous savez très bien, ce qu'on a, nous aurons depuis un certain temps une crise importante qui devient une crise mondiale, le conflit ukraino-russe qui a pris des vitesses depuis pratiquement 4 ans et que la résolution de ces conflits n'a pas pu trouver une issue ni politique ni diplomatique. À cela s'ajoute effectivement une autre crise qui va effectivement mettre le monde. Et donc je comprends la réaction effectivement du Premier ministre allemand par rapport à ces problèmes. Donc c'est normal que l'Union européenne s'inquiète, c'est normal que tout le peuple épris de justice et de paix s'indigne par rapport à ces déclarations. Non, je pense que c'est Trump qui fait du Trump. Ce n'est pas surprenant que ce soit Trump qui sorte pour faire des déclarations à l'emporte-pièce comme ça, dire des choses invraisemblables.
il n'y a qu'à regarder son précédent mandat, le premier mandat. Trump a été capable de transformer à Jérusalem l'ambassade des États-Unis, alors qu'il y avait quand même une sorte de deal mondial pour que Jérusalem soit préservée compte tenu de son statut, et il a été capable de le faire. Trump avait dit lors du premier mandat que les États-Unis ne vont plus financer la sécurité des Européens, que l'OTAN, les États-Unis ne vont plus mettre l'argent à l'OTAN, que chacun mette. Si les gens ne mettent pas l'argent, que lui, il ne va pas prendre l'argent du contribuable américain pour défendre les Européens. Donc, ce n'est pas surprenant qu'ils disent cela. Mais vous savez, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on veut faire, et il y a les réalités diplomatiques. Et il y a la faisabilité. Je ne vois pas comment est-ce faisable que le Canada devienne un État des États-Unis, comme il a pu le dire, ou que la Groenland qui se trouve de l'autre côté. Donc il y a, même pour des pays comme les États-Unis, malgré leur puissance, il y a ce qu'ils ne peuvent pas faire, heureusement. Parce que, bon, l'ordre mondial est régi par des textes, elle est régie par une charte, il y a des choses qu'on peut dire qu'on ne peut pas faire. Et je pense que quand Trump va arriver à partir du 20 janvier, quand il sera investi, lui-même prendra conscience de la réalité du pouvoir et des limites de l'affirmation de l'hyperpuissance américaine. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il veut montrer, que les États-Unis sont les maîtres du monde, que c'est eux, ce qu'ils disent qui compte. Puisque, vous savez, sous le premier mandat de Trump, le multilatéralisme a beaucoup reculé. Et les Nations Unies ont perdu beaucoup de terrain. Ils préféraient plutôt le bilatéral, où lui-même faisait avancer des choses, donner des injonctions pour dire qu'il faut se réconcilier avec Israël, aux pays arabes. Donc c'est ça, je ne suis pas surpris vraiment. Donc moi je pense que l'écart de langage de Trump il nous confirme qu'il a un écart de langage. Vous savez très bien, c'est évoquer la menace qu'il avait brandite pour Jérusalem, et moi je vais évoquer quand il avait traité les pays africains des pays de merde. Quand il avait menacé de quitter l'accord de Paris. Tout ça réuni montre suffisamment que ce type-là est imprévisible. C'est une personnalité qui peut effectivement mettre à mal l'ordre international. Et l'ordre international, comme il l'a dit, est régi par des principes. Il y a l'ONU, il y a l'Union européenne, il y a d'autres institutions auxquelles les États-Unis sont membres. Et si lui, en tant que président des États-Unis, fasse des déclarations à contresens effectivement de la volonté internationale, je pense que les gens seront obligés de le recadrer. Et donc de voir s'élève très tôt maintenant pour dire stop, attention, on est inquiet. Et donc ça montre effectivement que l'opinion internationale dans sa majorité écrasante avait déjà émis des réserves quant au retour même de Trump aux affaires aux États-Unis. Et donc nous pensons qu'effectivement les gens, ça c'est une alerte assez importante, que l'ensemble de la communauté internationale reste mobilisée pour qu'effectivement ni la Groenland ni le Canada ne pourront être quand même annexés aux États-Unis. C'est impensable. Oui, et puis il y a des choses qui ont été faites sous le premier mandat, qui ont été rattrapées, et j'espère qu'il ne va pas les ramener. Makaila a parlé du retrait de l'accord de Paris, l'accord sur le climat de Paris. Les États-Unis sont revenus dans l'accord. Trump avait décidé du retrait des États-Unis de l'UNESCO. Les États-Unis sont revenus. Donc, il y a aussi des choses qu'il avait faites et qui ont fait l'objet de rattrapage. J'espère simplement qu'il ne va pas revenir encore sur ces choses-là, parce que ce serait dommage que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, alors qu'il y a déjà l'accord de 2021. L'accord de février 2016, qui est la COP 2021. Et ce serait dommage que les États-Unis se retirent, alors qu'il y a aujourd'hui une dynamique qui amène à rechercher le fond. On cherche des fonds pour asseoir une justice climatique internationale, on cherche des fonds pour faire avancer l'UNESCO, surtout dans le contexte aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui a besoin d'être encadrée, dans le contexte aussi du recul, dans le contexte de la réflexion des solutions aux défis que pose la paix, puisque comme dit l'adage, c'est dans les cerveaux que le conflit naît, et c'est dans les cerveaux qu'il faut les combattre. Vous l'avez dit, Trump fait du Trump est dans la provocation, finalement c'est son rôle, on l'a connu comme ça, Trump est souvent dans la provocation. Il est assez frontal quand il avance des mesures, comme ce qui paraît incongru, on l'a dit, du point de vue européen. Et par ailleurs, si je reprends le cas du Groenland, si on s'intéresse au fond et non à la forme. C'est pas la première fois qu'un chef d'État américain a la volonté justement d'acquérir le Groenland. C'est arrivé 2 fois dans l'histoire des États-Unis.
que le pays propose une centaine de millions de dollars au Danemark pour récupérer l'île. C'était sous Truman et sous Monroe finalement. Est-ce que Trump, on ne s'attache pas un peu trop à la forme et pas au fond? Et est-ce qu'il n'y a pas des risques finalement que ce genre de mesures se concrétisent? Cette mesure, mais ce genre de mesures ne peuvent pas se concrétiser étant donné qu'effectivement l'ordre mondial fait en sorte que l'annexion d'un territoire, d'une île comme le Groenland ne peut pas se faire. Étant donné que même le Danemark, qui était censé avoir une ascendance, si je peux me permettre, sur le Groenland, n'a pas pu le faire. Et les États-Unis, à travers le propos de Trump, voulaient effectivement, mais c'est impensable. Donc c'est pourquoi je pense que c'est des mesures qui sont des mesures déjà impopulaires du point de vue d'abord aux États-Unis et du point de vue international. Il y a des cadres institutionnels qui ne peuvent pas permettre à M. Donald Trump lui-même d'agir. Parce que là, il s'inscrit dans une logique d'isolement même des États-Unis. Étant donné que aujourd'hui, qu'est-ce qui indigne l'opinion internationale par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine? C'est parce qu'effectivement, pour une opinion internationale avertie et réservée, l'annexion est une atteinte internationale. C'est ça. Non, je crois qu'il y a... le problème, peut-être que Donald Trump peut poser des diagnostics qui sont bons. Quand il parle du fonctionnement de l'OTAN, c'est vrai que les États-Unis sont le principal contributeur en termes de finances, mais rien n'empêche qu'il pose le problème dans une instance, puisque l'OTAN a des instances, le Conseil des ministres, le sommet des chefs d'État, pour voir avec ses alliés comment on fait. Mais ce mépris pour les alliés, c'est ça la difficulté avec Trump. C'est que voilà, les États-Unis sont le maître du monde, chacun doit se mettre derrière et suivre ce que les États-Unis disent. Mais qu'il y ait de la concertation pour améliorer l'efficacité. Nous tous, nous sommes totalement critiques envers le fonctionnement des Nations Unies, leur efficacité. Si vous demandez aux Congolais aujourd'hui, la MONUSCO, ils ont même fait des manifestations pour chercher la MONUSCO. Donc, il est possible qu'il y ait des choses sur lesquelles ce qu'il dit n'est pas faux. Mais c'est l'approche pour résoudre ça. Il dit, bon, les États-Unis ont décidé comme ça, c'est comme ça. Mais qu'il y ait la concertation, qu'il y ait les discussions. Peut-être que sur certaines questions, sur le climat, sur les COP, le fonctionnement des COP, la dernière COP a échoué. Et elle n'a pas permis d'atteindre les résultats. Donc, on peut être critique envers les COP. Mais au plan il faut qu'on ait une solution globale. Il faut que ce soit le multilatéralisme. Il ne faut pas qu'on écrase, quand Makhaïla a rappelé les pays de merde. Ils disent que ces pays-là ne pèsent rien du tout, donc ce n'est pas la peine, on décide pour eux. Donc c'est ça le problème avec Trump. C'est cette façon de faire, cette façon d'avoir un sentiment d'hyperpuissance qu'on va écraser les autres, ils n'ont qu'à se mettre derrière ce qu'on dit, c'est ça qui pose problème. Mais c'est une démarche martiale, une approche assez militariste, parce que les gens ne peuvent pas admettre aujourd'hui, au XXe siècle, les gens ne peuvent pas accepter. Il a eu à l'époque des bras de fer avec l'Iran, il a eu des bras de fer avec la Corée, et tous ces pays-là ont tenu tête aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je pense que le fait de vouloir annexer à tout prix ces États, il va avoir une mobilisation internationale incroyable. Et donc moi je pense que Trump aurait dû, comme l'a dit, la piste envisagée, proposée par Siddiq Abba, il aurait dû faire une démarche de concertation au niveau international, est-il c'est possible ou pas. Mais on a l'impression qu'il est en déphasage total, parce que je comprends aussi c'est lié peut-être à son parcours, qu'il ne maîtrise pas peut-être les enjeux internationaux et qui se lève un bon matin et il pense. Donc moi je pense, il a dit Siddiq Abba au début, entre les réalités et la volonté, je pense qu'il y a une marge. Ces ambitions, elles sont purement idéologiques aujourd'hui, parce qu'on parlait justement de la volonté de Donald Trump d'adopter un discours tourné vers l'expansion de l'influence américaine. On le voit dans ses apparitions, il est souvent entouré d'Elon Musk, qui pèse plusieurs millions et qui pèse également en influence, diplomatique notamment. Est-ce que finalement aujourd'hui, ces ambitions, elles sont militaires, comme vous l'avez dit, elles sont économiques ou simplement idéologiques, Siddiq Abba? Je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu l'idéologie qui guide l'économie, qui guide le militaire ou le militariste. Il y a cette ambition. Chez Trump, d'abord, Trump a toujours dit que America First, que les États-Unis d'abord. Même les alliés, ce n'est pas un problème. Hein. Il a dit qu'à plus forte raison de l'ennemi, quelqu'un qui dit que même ses alliés, ce n'est pas un problème. Pour lui, ce qui est le plus important, ce sont les intérêts des États-Unis. Si quelqu'un se met au travers des intérêts des États-Unis, il doit être écarté, que ce soit même les alliés ou les ennemis. Et c'est pour ça que, si vous voyez, Trump est dans une démarche quand même de confrontation avec la Chine. Et y compris en Afrique, je pense qu'il va pousser la rivalité avec la Chine parce que Trump
voilà, et la guerre commerciale va s'intensifier quand il va arriver au pouvoir avec la Chine. Et vous savez, quand Trump, c'était vers la fin de son mandat qu'il y a eu le Covid-19, il a dit que c'est le virus des Chinois, que c'est les Chinois qui ont créé ce virus, que c'est eux qui sont responsables, alors que même l'OMS était beaucoup plus prudent. Donc, chez lui, c'est ça. C'est-à-dire les intérêts des États-Unis sont la chose la plus principale. Que ça soit, s'il faut mobiliser les moyens militaires pour faire aboutir ses intérêts, il n'hésitera pas à le faire. Mais pour lui, ce qu'il fait, c'est America is first. L'Amérique d'abord, et l'Amérique après, et le reste du monde après. Mais justement, les mots militaires, vous l'avez évoqué, Soukaina, dans votre introduction, c'est ça qui n'est pas envisageable. Moi, je pense que ces moyens risqueraient encore une fois de plus d'enfoncer le monde dans une instabilité et effectivement éloigner le monde, l'humanité, de la paix et de la stabilité. Et donc nous pensons qu'il est très tôt maintenant que les gens se réveillent pour dire attention et que des alertes doivent être émises en direction de Washington. Et puis même les instances internationales, il a parlé de l'ONU, quelqu'un qui a menacé en 2020 lors de Covid-19 avait menacé effectivement d'arrêter, je pense, ses contributions à l'OMS. Donc moi je pense que M. Trump doit aussi se ressaisir très tôt parce qu'en fait venir enflammer l'humanité dans un contexte aussi de méfiance réciproque au niveau culturel, au niveau même diplomatique, politique. Je pense que les États-Unis sont un immense empire, un empire sans frontières. Est-ce qu'on peut parler de néo-impérialisme ou bien finalement les dires de Donald Trump, c'est encore une fois de plus une stratégie électoraliste? Mais électoraliste et néo-impérialiste aussi, parce que là on ne peut pas vouloir coûte que coûte écraser les gens, parce qu'on n'est pas dans une démarche, même si on est hyper puissant, le néocolonialisme, impérialisme est quand même révolu. Les gens n'acceptent pas. Il y a une résistance farouche des opinions aussi bien dans le rang des pays en développement et les pays sous-développés. Et donc je pense que c'est inopportun effectivement de venir avec un discours martial et vouloir s'imposer. Non, c'est clair que c'est un néo-impérialisme parce que l'impérialisme, c'est la domination des autres. Oui. Et là aussi, il y a une volonté que les États-Unis dominent le reste du monde, qu'ils soient les maîtres du monde et qu'ils dictent leur volonté aux autres sans aucune considération. C'est ça un peu, comment s'appelle, le principe, un peu la posture de Trump. Et c'est-à-dire que tout doit passer par les États-Unis et c'est ce que les États-Unis choisissent pour les autres qui est bien. On est forcément dans une posture impérialiste, c'est-à-dire qu'on domine les gens et la relation est verticale, comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Et vous parliez tout à l'heure de la Chine et de la pression que pourrait mettre Donald Trump. Qu'est-ce que concrètement ça pourrait changer pour les États africains, cette influence américaine? Non, mais je vais compléter, Sidi, parce que justement, on risque d'avoir importé un conflit de superpuissance qui oppose la Chine aux États-Unis en Afrique, où la Chine est présente. Vous partez à Dakar, les marchés chinois prolifèrent, vous partez à Nairobi, à Addis Abeba aussi pareil. Et donc, la Chine va se retrouver, le conflit va se délocaliser en Afrique, où le contentieux va être un contentieux économique. Et donc, qui dit contentieux va se dégénérer en contentieux politique et militaire. Et donc, moi, je crains... Ça ne donne pas le choix, une nouvelle fois, aux États africains? Les États-Unis et les États africains sont souvent effectivement des suivistes aussi, malheureusement. Et donc, nous appelons effectivement à travers cela à la vigilance de l'Union africaine. Parce que là, si un tel conflit de puissance se délocalise sur le continent africain et que, compte tenu effectivement des éléments d'appréciation que nous avons et qui sont rudimentaires, est-ce que nous, Africains, aurons la possibilité de faire face à des géants qui vont se battre sur le continent africain? Donc je pense qu'il est très tôt d'être vigilant et faire en sorte qu'effectivement les relations internationales peuvent être maintenues et que le conflit opposant les superpuissances ne se délocalise pas sur le continent africain. Non, c'est tout à fait exact. C'est une vraie préoccupation. Comme dit l'adage, lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Mais ce qu'il faut espérer, la Chine a déjà pris une longueur d'avance par rapport aux États-Unis en Afrique. En termes d'investissement, en termes d'échanges commerciaux, en termes comme le dernier sommet Chine-Afrique, vous avez vu, a fait l'objet quand même d'une participation importante. C'est ça. Trump n'avait pas organisé le sommet que Obama avait instauré. Le sommet États-Unis-Afrique, Trump, pendant son mandat, ne l'avait pas reconduit. Donc, maintenant, si les États-Unis veulent faire la concurrence à la Chine, il faut qu'ils se donnent les moyens de rattraper la Chine sur le continent africain. Il faut qu'ils mobilisent davantage de ressources pour le faire. Je ne suis pas sûr que dans la posture de Trump, il va mettre autant d'argent que les Chinois pour faire la concurrence.
Par contre, ce qui est possible, c'est menacé. Les États-Unis présents, notamment en Angola, il y a un mois de ça, Joe Biden s'était rendu, notamment. Joe Biden s'était rendu et ça doit être le dernier acte. C'était le dernier acte parce que les États-Unis voulaient avoir une présence économique justement importante sur le continent africain pour justement dans le cadre de la concurrence avec la Chine, puisque la Chine est présente dans la région, elle est présente dans les mines, dans les infrastructures. Les États-Unis ont fait ce grand projet pour être présente un peu dans la zone à côté de l'Angola. Et je crois que si les États-Unis veulent encore faire la concurrence à la Chine, il faut qu'ils mobilisent davantage de moyens que par rapport à ce que la Chine mobilise déjà sur le continent. Maintenant, ce qu'il faut craindre, à mon avis, c'est aussi que les États-Unis conditionnent, parce que Trump en est capable, conditionnent leur aide aux pays africains à leur relation avec la Chine. Si vous voulez continuer à travailler avec la Chine, nous, on ne va pas vous donner l'argent parce qu'il y a des programmes américains comme le MCC, le Millennium Account, comme l'AGOA, qui sont des programmes importants que les États-Unis ont sur le continent africain. Et les pays africains étaient jusqu'ici éligibles à partir d'un certain nombre de critères qui n'intègrent pas les relations avec la Chine. Donc il faut éviter que les États-Unis se disent que si vous êtes avec la Chine, vous n'allez pas faire avec nous. Donc c'est ça qui peut, à mon avis. Mais si les États-Unis disent que nous aussi, on va mettre autant de moyens que la Chine sur le continent africain, ça peut être utile. Oui, les questions de moyens, c'est une question fondamentale, ce qu'il y a. C'est dit que ça suit le dire. Et les exigences, effectivement, des États-Unis, les Africains peuvent redouter parce qu'en fait, avec la Chine, pas d'exigence. Ils viennent, ils investissent. Mais j'ai peur qu'avec les Américains et les Occidentaux, d'une manière générale, les exigences soient liées, effectivement, au respect des droits de l'homme, à la démocratie, et que peut-être ça va frustrer un certain nombre de pays qui ne sont pas eux-mêmes respectueux de ces valeurs-là. Maintenant, c'est que la Chine, comme l'a dit Sidik, c'est qu'elle a pris de l'avance sur les États-Unis. Maintenant, les États-Unis doivent eux-mêmes, vu le passé historique qui lie les États-Unis à l'Afrique, parce que vous savez très bien, il y a une composante importante de la diaspora africaine qui a été déportée à l'époque, mais qui reste africain, fondamentalement, ils sont africains, et qui doivent eux-mêmes être quand même, je dirais, un pilier important dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Mais si tel n'est pas le cas, et que si Trump ne prend pas en considération tous ces éléments qui sont liés à l'Afrique, il pourra effectivement faire des dérapages. Vous parlez de la diaspora africaine, en fait, qui était aux États-Unis. Les afro-descendants. Les afro-descendants, voilà, justement. Vous pensez que les afro-descendants ont un rôle à jouer dans... Ils avaient toujours un rôle, parce qu'en fait, il y a un moment donné, ils venaient au Bénin, je pense, à Dakar, effectivement, ils venaient pour découvrir l'Afrique, et ils voulaient affirmer effectivement l'africanité. Et donc, les États-Unis auraient dû en fait intégrer, eux aussi, effectivement, prendre en considération cette composante importante dans l'électorat américain aussi. Oui, absolument, c'est tout à fait exact. Il y a eu, pendant cette période d'affirmation de la diaspora afro-descendante, des vols entre Lagos et direct entre Lagos et les États-Unis. Maintenant, vous pouvez partir aux États-Unis à partir de Lomé. C'est ça. Ethiopian organise des vols à partir de Lomé, à New York, aux États-Unis. Donc, il y a quand même un processus de prise en compte, d'affirmation de la relation entre cette diaspora, entre les afro-descendants et le continent dont ils sont originaires. Et je crois que si cela est intégré par Trump, ça peut faire partie de la stratégie des États-Unis pour avoir une présence plus active sur le continent africain. Et ce qu'on a pour le reste du monde, c'est que la perception qu'a le reste du monde par rapport à Donald Trump, c'est qu'en fait, si le conflit israélo-palestinien, les prises de position complètement irresponsables ont indigné un certain nombre d'opinions au niveau planétaire. Et à cela s'ajoute, effectivement, si on ressente le débat autour de la question d'annexion de ces États, les gens vont mettre un peu de méfiance vis-à-vis effectivement du deuxième nouveau président américain. Donc nous pensons que pour éviter cela, que les États-Unis ne s'enlisent, si on peut se permettre de dire, dans des sables mouvants, que ce soit en Afrique ou bien un peu dans le Moyen-Orient et un peu partout en Asie, il faut très rapidement recadrer Donald Trump dans ses actions impérialistes. Et par ailleurs, Donald Trump a les moyens de sa politique. Est-ce que ça, c'est un risque, Sidi Kaba? Oui, il a les moyens de sa politique, puisque d'abord, les États-Unis ont beaucoup d'argent. En plus, lui-même est dans une démarche qui consiste à mettre les moyens qu'il faut. Il s'est entouré quand même des personnes que vous avez évoquées, Elon Musk, d'autres personnes qui,
y compris dans les nominations, les premières nominations qu'il a faites. On va voir, pour l'instant, on n'a pas encore le visage des personnes qui auront en charge le continent africain, mais il y a beaucoup de dossiers sur lesquels Trump est attendu en Afrique, que ce soit sur la lutte contre le terrorisme, dans le contexte actuel où les États-Unis ont perdu leur base au Niger, au Tchad, quel va être leur positionnement. Ils cherchent à s'installer visiblement dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc comment la coopération va se poursuivre. Est-ce que le président américain va considérer que l'Afrique s'est perdue et qu'on ne veut plus s'y intéresser, parce qu'il avait dit dans son premier mandat qu'il n'y a que des coups à prendre là-bas. Mais je pense que maintenant, compte tenu de l'évolution, parce que quand Trump a fait son premier mandat et le mandat actuel, quand même, ce n'est pas le même contexte. Et il y a eu la guerre russo-ukrainienne qui s'est invitée. Il y a aussi d'autres événements qui se sont invités. La guerre au Proche-Orient. Donc, tout ça fait qu'à mon avis, il ne va pas avoir la même posture, en tout cas à l'égard de l'Afrique, que la première fois. Et qu'il est possible même qu'on puisse voir une nouvelle politique des États-Unis sur le continent africain peut être profitable aux pays africains. Nous souhaitons vraiment effectivement que la politique américaine des États-Unis, américaine de Trump soit quand même une politique effectivement qui puisse bénéficier aux États africains. Par le passé, il n'a pas su s'investir autant. Alors que le contexte actuel est marqué ces derniers temps par les décampements, vous savez, des bases militaires américaines dans certains États, dans le Tchad et le Niger. Ça mérite d'être intégré dans les analyses des Américains eux-mêmes. Et c'est vrai, le visage de la personne qui devait être mis en phase pour piloter effectivement le dossier africain, nous, pour le moment, on ne connaît pas. Donc, de manière anticipée, on peut peut-être souhaiter qu'il y ait une amélioration dans les relations américaines avec l'Afrique, mais au regard de la posture même de la personnalité, nous interrogeons effectivement quel sera effectivement ces rapports. Qu'est-ce que l'Afrique aurait justement à gagner de ces rapports américano-africains si Donald Trump changeait la donne et redéfinissait un petit peu... donner de l'intérêt peut-être, à commencer par là. Donner de l'intérêt, c'est effectivement beaucoup investir, faire mobiliser les entreprises américaines à investir sur le continent, créer effectivement les relations. Sur les infrastructures peut-être. Justement, on a besoin effectivement des matériels effectivement américains, on a besoin de l'expertise aussi américaine pour nous permettre effectivement d'acquérir et de développer l'Afrique. Cela, ça devait être aussi des exigences et les besoins qui devaient être formulés par les Africains à l'égard effectivement de ces partenaires avec les États-Unis. Et nous, on aura effectivement beaucoup à gagner avec les Américains. Oui, il y a des programmes américains qui sont des programmes très intéressants, comme MCC, le Millennium Account, qui est un programme qui permet de mobiliser, par exemple dans le cas du Niger, je sais que le dernier MCC c'était quelque chose comme 500 millions de dollars, qui n'est pas une somme négligeable et qui a permis de construire des infrastructures routières, d'accompagner des programmes, surtout des infrastructures dans les zones, par exemple dans les infrastructures, comme le Niger est un pays enclavé, le programme a soutenu beaucoup le désenclavement du pays en construisant des routes pour aller vers le Bénin, parce que c'est là-bas que se trouve le port. Donc il y a celui-là, il y a le problème AGOA qui permet d'importer des produits africains sans droit de douane sur le marché américain, qui sont un bon produit. Il y a aussi un autre programme, Power Africa, les problèmes, l'énergie, un financement de vers 7 milliards de dollars que le président Obama avait mis en place mais qui n'a pas prospéré. Donc tout ça, vous voyez, il y a des secteurs stratégiques dans lesquels, par exemple, l'énergie est un vrai défi en Afrique. Il y a peut-être 50% de la moitié de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Ça même, ça cache des disparités. Si, par exemple, au Maghreb, le taux d'électrification, c'est 98, 97, 96%, vous avez en Afrique subsaharienne des pays qui n'ont pas dépassé 30%. Il y a des pays qui sont à 30, 35, d'autres même qui sont à moins de 30%. Donc ça, ce sont des vrais défis sur lesquels le savoir-faire, l'expertise américaine peuvent prospérer. Il y a aussi la question de la paix. Les États-Unis sont le premier contributeur des opérations des Nations Unies de maintien de la paix. L'Afrique est le premier pays et le premier continent à bénéficier de ces opérations. Il y a la MONUSCO que tout le monde connaît, il y a aussi la MINUSCA en Centrafrique que tout le monde connaît. Donc il y a tous ces programmes-là que
sur lesquels les États-Unis peuvent apporter des choses. Sans compter maintenant... Des programmes qui étaient décriés par les populations, entre autres. Oui, sur leur efficacité. Sur les opérations de maintien de la paix. Mais sur le MCC, sur l'AGOA, ça c'est des programmes. Power Africa, c'est des programmes. Mais pour les opérations de maintien de la paix, il faut vraiment les repenser. Je suis totalement d'accord. Donc il y a des choses que les États-Unis peuvent faire. Sans compter maintenant aussi l'influence des États-Unis sur le plan diplomatique. Les États-Unis sont quand même le premier partenaire investisseur de la Banque mondiale, du FMI. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent favoriser justement la coopération avec l'Afrique. Moi, je pense que le partenariat avec les États-Unis accélérer davantage le développement du continent africain où nous avons des gisements non exploités. L'expertise américaine pourrait aider effectivement à exploiter ces gisements et que ces exploitations doivent se faire effectivement d'égal à égal dans l'intérêt de l'Afrique et des Américains aussi. La question sécuritaire, Siddiq Abba avait évoqué tout à l'heure, il est évident, jusqu'à là, il y a des zones de conflit liées effectivement à la lutte contre le terrorisme. La présence américaine peut être dissuasive aussi, parce que vu les moyens qui se déploient souvent, ça a été dissuasif, ça a aidé effectivement le Sahel à contenir un certain nombre de menaces liées au terrorisme international et surtout la question des renseignements aussi. Ils sont capables effectivement de vous fournir des renseignements de qualité et de vous aider à vous, sauf que l'exigence des Africains, c'est que nous ne souhaitons pas que les États-Unis viennent pour renforcer des régimes qui ne sont pas aussi respectueux de certaines valeurs démocratiques. Et là, ça peut être la revendication de nos populations, les droits de l'homme, l'état des droits, etc. Là, que les associés civils ou bien les acteurs qui prônent ce genre de discours mettent sur la table dans les partenariats avec les Américains. Mais en soi, développer un partenariat avec les États-Unis, c'est effectivement un moyen important de développer son pays. Parce que là, on est dans une dynamique de diversification, dans une dynamique de multiplication des relations et de diversification des relations internationales. Il faut effectivement prendre les États-Unis comme un partenaire aussi stratégique dans la question du développement. Merci Makaila pour vos précisions. On va prendre une courte pause sur Vox Live. Comment comprendre les ambitions expansionnistes de Donald Trump? C'est le thème du jour. On revient dans un instant. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci messieurs. On poursuit cette émission. On va essayer de comprendre les impacts géopolitiques. On parlait dans la première partie d'émission de ces conflits que Donald Trump n'a pas connus sous son premier mandat. On pense à l'Ukraine et à la Russie, mais il y a aussi Gaza. Et on pense à la position des États-Unis, un peu passive. Est-ce que finalement cette inaction, comment est-ce qu'elle va servir à Donald Trump? Qu'est-ce qu'il récupère Donald Trump du mandat de Joe Biden sur des décisions cruciales comme celle-ci? Qu'est-ce que ça présage pour la suite, Ce qui présage, c'est que moi, j'ai toujours émis un peu de réserve par rapport à la diplomatie américaine sous Donald Trump. J'ai peur que sur Gaza, ils puissent quand même envenimer et prendre position qu'ils ne peuvent pas apaiser la tension. Sur l'Ukraine et la Russie, on sait la proximité entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et donc moi, je peur que cette proximité puisse envenimer la situation et dégrader les rapports. Et pour ça qu'ils prennent une position pour Vladimir, donc pour la Russie, et donc frustrer les Européens et ses alliés, soit qu'ils se positionnent sur une position de neutralité appelée à la paix et surtout à l'arrêt du conflit qui a pris une dimension. Ça fait 4 ans que nous sommes en train de suivre de manière passive cette affaire. C'est vrai, on peut reprocher à Biden de n'avoir pas quand même achevé effectivement ou résoudre cette crise des dimensions mondiales. Maintenant, il faut que Donald Trump puisse être mieux encadré parce qu'il ne faut pas le laisser seul aller. Il faut qu'il puisse écouter effectivement ses conseillers et l'orienter mieux sur l'Afrique. On l'a dit tout à l'heure, sur l'Afrique, il faut absolument que Donald Trump puisse quand même répondre aux attentes des populations africaines qui n'aspirent qu'au développement de leurs États et de leurs pays. Sans cela, ça peut être quand même des facteurs importants auxquels nous autres demandons peut-être oui. Non, c'est tout à fait exact. C'est vrai que Trump n'a pas connu un certain nombre de conflits qui se sont imposés dans le monde après son départ de la Maison-Blanche. Sur la Russie, il nous avait promis un règlement en 24 heures. On va voir comment ce règlement va se faire. Est-ce qu'il va utiliser sa proximité avec Poutine qui ne parle plus avec personne dans le monde, à part la Chine et la Corée du Nord, en tout cas sur de ces conflits-là? Est-ce qu'il va utiliser ça pour favoriser le dialogue? Est-ce que on l'a vu, en tout cas, avoir une certaine distance avec Zelensky, puisque après, il paraît que il y a eu un entretien qui n'a duré que 5 minutes avec Zelensky après son... même si plus tard, ils se sont revus à l'occasion
l'inauguration de Notre-Dame. Ils se sont revus ici, à Paris, avec la rencontre qui a été organisée par le président Macron. On va voir comment ça va évoluer. Mais l'espoir, quand même, de ce qu'on a pu entendre, il a dit, et que c'est que beaucoup de gens pensent, qu'il n'y aura pas de solution militaire à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça va durer longtemps si on ne fait pas attention. Si on dit que quelqu'un va prendre le dessus militairement, puisque l'Ukraine est soutenue par l'Europe, par l'OTAN, ça va prendre du temps. Donc peut-être qu'il faut avancer. Et là, on a entendu le président Zelensky dire dernièrement que lui aussi n'est plus opposé à un accord politique pour sortir. Donc, est-ce que Trump va favoriser ça? S'il le fait, en tout cas, ce serait quelque chose de gagné pour l'humanité. Son mandat aussi. Son mandat. Et puis, il y a aussi une des situations, le Proche-Orient, avec ce qui se passe à Gaza. Un accord vient d'être scellé entre Israël et le Hamas, accord de cessez-le-feu. Je pense que lui a toujours été un partisan du tout Israël. Est-ce que maintenant qu'il y a un accord, peut-être que il va essayer là aussi de jouer les équilibristes pour accompagner cet accord. Donc il y a un certain nombre de chantiers sur lesquels... Dans l'ordre mondial, justement, on va essayer de comprendre un petit peu. On a l'impression que l'Europe regarde un peu d'une drôle de façon le retour de Donald Trump. En parallèle, vous l'avez dit, Vladimir Poutine, proche de Donald Trump. Dans l'ordre mondial, qu'est-ce que le retour de Donald Trump peut changer? Est-ce que les États-Unis peuvent être isolés ou finalement avec un Vladimir Poutine proche de Donald Trump Non, je ne suis pas sûr que les Européens que les États-Unis vont être isolés. L'Europe a une crainte de Donald Trump, de son retour. En tout cas, l'Europe n'était pas dans le schéma initial. Dans les calculs européens, le retour de Trump, et quand il est arrivé, aujourd'hui, l'Europe a pris acte et elle va faire avec. Mais vous savez, Trump a été capable, comme je l'avais rappelé dans l'émission, a été capable de dire aux Européens, si vous ne payez pas, on ne va pas vous défendre. Donc il y a, à part des pays comme l'Angleterre, avec lesquels il a une relation particulière, du fait sans doute de l'histoire. Et les autres pays, y compris la France, les relations ont toujours été en dents de scie. Elles s'améliorent, elles laissent tomber. Et avec l'Allemagne, c'était beaucoup plus compliqué sous Angela Merkel. Maintenant, avec cette deuxième présidence, je crois qu'il y a des accords quand même, il y a des convergences d'intérêts entre l'Europe et les États-Unis pour faire face à la Chine. L'adversaire pour les deux, c'est la Chine. L'adversaire des États-Unis, c'est pas l'Europe, et l'adversaire de l'Europe, c'est pas les États-Unis. Donc, ils ont des choses en commun, ils ont des choses... Je pense que cet agenda de renforcement des liens entre l'Europe et les États-Unis va se poursuivre. Maintenant, sur d'autres plans, le multilatéralisme a beaucoup à craindre. En tout cas, quand on voit la première présidence, Trump n'a pas beaucoup d'estime pour les Nations Unies. Il pense que c'est une grande bureaucratie qui ne marche pas, etc. Donc, les Nations Unies ont beaucoup de choses à craindre. Et surtout que cette année, on va élire un nouveau secrétaire général. Puisque l'ancien secrétaire général, enfin, sur le sortant, le Portugais Guterres a fait 2 mandats. Et donc, on va chercher un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et sur ce plan, les États-Unis, à mon avis, vont jouer beaucoup dans le choix de celui qui va être élu. Et le multilatéralisme a beaucoup à craindre du retour des États-Unis. Maintenant, sur les plans de conflits, par exemple, qui nous concernent beaucoup, l'Est de la RDC, le Sahel, la Somalie, je ne suis pas sûr que c'est des priorités de Trump. Je ne suis pas sûr. Peut-être que si jamais ça se présente, mais ça ne va pas être sa priorité. Sa priorité va être le Proche-Orient et la guerre en Ukraine. Oui, vous évoquez effectivement, en fait, l'arrivée de Trump était perçue comme une inquiétude, certes, parce que nous assistons un peu partout à la montée en puissance du nationalisme. Et donc, forcément, comme il est lié à Poutine, les opinions mondiales et occidentales se réservent effectivement de son arrivée. Et donc, vous avez vu, il y a une timidité même dans l'accueil même de l'élection de Trump. Quand vous voyez un peu les médias internationaux traiter, et surtout le traitement d'information est perçu comme une inquiétude dans l'opinion occidentale et même l'Afrique. C'est vrai, Sidi Gaba évoquait tout à l'heure, en ce qui concerne le Sahel, ils ne sont pas là. Et la corne de l'Afrique, c'est aussi lié effectivement à ce qui se passe actuellement au Kenya, en Somalie, où les États-Unis avaient un passé quand même, ils avaient un passé lié effectivement à ces soldats américains qui a été traînés dans la boue. Et donc tout ça réuni, je pense que l'Afrique
peut quand même être un des acteurs importants pour les États-Unis, à condition que nous essayons de reformuler nos demandes pour qu'effectivement la présence ou bien le mandat de Trump puisse être bénéfique pour notre continent. Sidi Kaba, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est tout à fait, ce que Makaila a dit est tout à fait clair. Les États-Unis ont été traumatisés de l'intervention Restore Hope en Somalie, où des djihadistes ont été tués, leurs cadavres traînaient dans les rues de Mogadiscio. C'est depuis lors que les États-Unis n'envoient plus de soldats dans les opérations de maintien de la paix. C'est vrai. Mais si on veut construire parce que jusqu'ici, les États-Unis ont changé en faisant des éliminations ciblées. Avec des drones, ils ciblent des chefs djihadistes qu'ils éliminent un peu dans la corne de l'Afrique. Et à part ça, à un moment, ils étaient très impliqués dans la lutte en Ouganda contre l'armée nationale du salut, la LRA. Joseph Kony, qu'ils ont aidé à traquer pendant longtemps. Mais à part ça, leur engagement dans le règlement de conflits en Afrique n'est pas très déterminant et je ne pense pas que ça va fondamentalement changer. Donc là, en termes de politique étrangère, si on revient sur l'agenda politique, ça resterait la Russie et l'Ukraine en priorité. À mon avis, ça resterait la Chine. La Chine en tant que rivale. À mon avis, le top même, ça va être combattre la Chine. Et vous avez vu, les États-Unis ont donné le ton en prenant des mesures de restriction contre les intérêts chinois. Je crois que la priorité, ça va être la lutte contre la Chine. Après, il y aura le règlement de conflits, l'Ukraine et le Proche-Orient. Et puis après, il va avoir les autres relations avec le reste du monde. Moi, pour revenir sur le continent, il y a aussi le Soudan. Le Soudan qui est dévasté par une guerre opposant le paramilitaire de FSR. Et les États-Unis, Trump n'est pas encore aux affaires, mais il y a une déclaration américaine très forte qui a mis en cause, en fait, qui indexant Hemeti d'être à l'origine effectivement du conflit, et puis forcément accuser les alliés d'Hemeti, donc les Émirats arabes unis, et c'est la géopolitique, et donc des pays voisins du Soudan, et que les États-Unis, peut-être par une politique de fermeté, pourront demander l'arrêt immédiat de ce conflit qui a fait des milliers de morts, des milliers de déplacés dans le pays voisin, dont le Tchad. Et donc moi je pense que là aussi on attend un peu Donald Trump dans le conflit qui oppose effectivement le régime de Khartoum aux paramilitaires dirigés par Hemeti Daglo. Ah, ça c'est un point important. Ça pourrait être une zone d'intérêt absolument. Les États-Unis, à mon avis, sont aujourd'hui les seuls capables de contribuer à la paix au Soudan. Parce que ce qu'on a observé, c'est que la solution au conflit n'appartient pas aux Soudanais eux-mêmes. C'est vrai. Ça appartient à leurs parrains. C'est les parrains des différentes parties qui attisent la guerre, qui fournissent du matériel en faisant, y compris, on a beaucoup accusé le Tchad avec l'aéroport d'Amdjaras d'être le relais pour... Et les États-Unis ont la solution. À mon avis, le fait qu'ils aient menacé Hemeti et le fait qu'ils menacent les autres, qu'ils menacent ceux qui alimentent la guerre, ça peut contribuer. Il y a eu un début d'implication des États-Unis, mais la présidentielle a fait que c'est sorti de leur agenda. Il y a eu même des négociations en Arabie Saoudite, sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, qui ont permis de mettre ensemble les deux parties. Après, les États-Unis se sont désintéressés de ça pour s'occuper de leur agenda pour l'élection présidentielle. Maintenant, comme on vient de le voir avec le communiqué, je crois que maintenant qu'ils sont sortis de l'agenda présidentiel, de l'élection présidentielle, il y a des choses qu'ils peuvent faire au Soudan. Et qu'ils sont le seul capable de faire, parce qu'eux ont la capacité de parler aux belligérants et à leurs parrains. Évidemment. Parce que la solution appartient aux parrains. Et les États-Unis sont les seuls aujourd'hui qui peuvent hausser le ton envers les parrains pour que les parrains arrêtent de financer la guerre et faire avancer l'agenda d'un conflit qui, de toute façon, n'aura qu'une solution politique. Parce que ni les forces de soutien rapide, ni l'armée ne peut prendre le dessus tout de suite. En tout cas, c'est une guerre qui risque de durer. Autant donc aller vers un compromis politique, permettre que les civils reviennent dans le jeu politique au Soudan et qu'on trouve une solution à cela. Et les États-Unis ont vraiment des cartes entre les mains pour faire avancer cet agenda-là. Tout à fait. Nous attendons impatiemment les États-Unis à ce niveau parce qu'il y a eu échec des accords de Genève. Il a évoqué en Arabie Saoudite et donc personne, ni l'Europe, n'avait proposé un agenda pour résoudre le problème au Soudan, ni l'Union africaine qui est censée être vraiment l'institution continentale qui devrait proposer, ramener à des meilleurs sentiments les différents protagonistes. Aujourd'hui, la déclaration faite par les rapporteurs spéciaux sur le Soudan américain appuie quand même
atténuer un peu et puis donner l'espoir aux populations. Moi, je parle de populations civiles réfugiées un peu partout, les déplacés de guerre internes. Et je pense qu'avec un temps de fermeté, on a l'impression que les Émirats arabes unis ont changé de ton. On a l'impression que le Tchad aussi a commencé à baisser les tons. Et donc nous pensons qu'effectivement, quand Donald Trump sera là, peut-être qu'il va y avoir un arrêt immédiat et qu'il y ait beaucoup d'influence, et même de soutien, surtout de soutien des organisations, de mobilisation, pardon, autant pour moi, des organisations internationales pour le Soudan, parce qu'au jour où je vous parle, les réfugiés sont éparpillés en Éthiopie et une partie importante au Tchad et d'autres sont partis en Libye. Et donc tout ça nécessite une mobilisation internationale, surtout des agences humanitaires, afin de remédier à la question des déplacements des personnes, mais également la prise en charge totale de ces personnes déplacées et des réfugiés. On l'a dit, Donald Trump va être investi officiellement dans quelques jours. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement complet ou est-ce que Trump finalement va refaire du Trump pour le prochain mandat à venir? Non, moi je crois qu'il y aura du Trump, mais il sera obligé d'intégrer le contexte. Ouais. Le contexte dont on a parlé, qui est nouveau, les relations avec l'Afrique, même moi je pense qu'elles vont s'améliorer à la différence de ces... parce qu'avant il n'y avait pas tout cet enjeu. L'Afrique est courtisée aujourd'hui compte tenu du contexte politique mondial. Je crois qu'il y aura des changements. Il y aura sans doute beaucoup de trumpisme avec des affirmations à l'emporte-pièce, avec des choses, mais il y aura un changement de sa politique internationale parce que les choses ont changé. Il y a des choses, je crois, sur lesquelles il va avoir des problèmes pour revenir, tels que le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, dans le jeu climatique, le retour à l'UNESCO. Il y aura d'autres choses sur lesquelles il ne va pas revenir, à mon avis. Donc, il sera obligé d'intégrer cette évolution. Il sera obligé, en tout cas, on l'a vu, il a pris de nouveaux acteurs avec lui qui n'étaient pas dans son premier mandat. Beaucoup de gens qu'il est en train de nommer sont de nouveaux acteurs. À mon avis, même si on peut comprendre qu'il soit un peu dans son sillage, dans son comportement, ils seront obligés d'apporter une touche nouvelle et d'intégrer tout ça pour que Trump fasse du Trump autrement. Michaela, je vous laisse le mot de la fin. C'est le souhait de tout le monde. Il faut que Trump puisse quand même se conformer effectivement aux réalités auxquelles, par le passé, il n'a pas pu quand même gérer. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un contexte nouveau qui s'est imposé et qui est lié effectivement à des revendications démocratiques, lié également au respect des droits de l'homme. Et la grandeur des États-Unis ne peut se faire sans ces valeurs-là. Donc nous pensons que c'est aux Africains aussi de faire en sorte que l'arrivée de Trump puisse être bénéfique pour notre continent et au monde entier et que la puissance des États-Unis puisse être un facteur de stabilité et de la paix au monde. En tout cas, le message est passé. On va laisser de nouveau nos téléspectateurs réagir. Comment comprendre les ambitions expansionnistes de Donald Trump? N'hésitez pas à réagir sur nos différentes plateformes de diffusion. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. J'ai oublié de vous remercier, messieurs. C'est Dikaba. Merci d'avoir été parmi nous. Makala Ngevla, merci. Et à très vite pour un prochain numéro. Merci à toi. Vox Africa. Qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Ouattara? Est-ce que vous parlez, Tidiane Thiam? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. Tidiane Thiam, il a quasiment été plébiscité à la tête du parti. Il était pratiquement seul. Oui, mais voilà. Bon, il y a eu un vote. Ça s'est fait avec beaucoup d'opacité. Il y a eu élimination des autres candidats. Il y a eu intimidation sur les autres candidats. Et ça a été mal. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave, voilà. Alors, est-ce que cette élection vous inquiète? Les pays de l'AES ont eu tort d'avoir raison trop tôt. La CEDEAO a condamné les coups d'État. Mais la CEDEAO n'a pas condamné les raisons des coups d'État. La CEDEAO a été absente au moment où ces pays souffraient de malgouvernance. Vous avez devant vous la personne qui, très tôt, a dénoncé le franc CFA. Je suis présent au Ghana et je peux vous dire que quand la valeur de votre monnaie change tous les jours, c'est un véritable inconvénient. C'est ingérable. Tout simplement ingérable. Certains gens vous trouvent très effacé pour un politique. Est-ce que vous entendez cette critique? La campagne n'a pas commencé. Oui, mais un politique, c'est pas toujours en campagne. Alors moi, j'aime répondre autrement. Je me suis présenté maire
Je me suis présenté à la Chambre de commerce et d'industrie, je me suis présenté au conseil régional, je me suis présenté député. Ouais. J'ai gagné toutes les élections. Attendez-vous à ce que je gagne la prochaine. Voilà. D'accord. Vox Africa. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa. For African people. Vox Africa. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.